Aujourd'hui, nous allons analyser l'une des situations les plus paradoxales de ces dernières semaines sur le front de Zaporizhia. Officiellement, les médias ukrainiens racontent la défense héroïque de Oulaïpol, la résistance acharnée des combattants, leur capacité à contenir l'assaut de forces ennemies supérieures. Mais en creusant un peu, en examinant la réalité de la situation, on découvre une toute autre histoire. L'histoire de la façon dont les officiers ukrainiens eux-mêmes, par leurs décisions, facilitent en pratique la prise de ce nœud défensif clé par les troupes russes. Il ne s'agit pas simplement de la puissance de l'offensive du groupement Vostok, il s'agit de l'effondrement interne du système de commandement au sein même des forces armées ukrainiennes. De la manière dont, au niveau d'unités entières, s'organise une désertion de facto, comment des commandants, n'en pouvant plus, prennent des décisions qui ouvrent les portes à l'avancée ennemie. Aujourd'hui, nous allons suivre trois axes de cette histoire. Militaire, ce qui se passe sur le terrain près de Oulaïpol, organisationnel, comment s'effondre le commandement dans les unités ukrainiennes, et politico-moral, ce que tout cela révèle sur l'état général des forces armées ukrainiennes et sur la qualité des décisions du commandement de Kiev. Car Oulaïpol n'est pas qu'une simple localité sur une carte, c'est un diagnostic qui montre la situation réelle au sein de l'armée ukrainienne. Que se passe-t-il exactement près de Oulaïpol? La situation qui s'y dessine est critique pour les troupes ukrainiennes, et ce n'est pas une exagération. Le groupement Moksha Quat 1-1 repousse méthodiquement l'adversaire des localités clés. Selon diverses sources, les forces russes contrôlent déjà la majeure partie des secteurs nord, est et sud de Oulaïpol même. Cela signifie que les unités ukrainiennes qui restent encore dans la ville sont en fait coincées dans le secteur ouest. Leurs positions se transforment en semi-encerclement, en poche dont la sortie se rétrécit chaque jour. Parallèlement, la pression s'exerce sur Bratske, une localité dont le contrôle est crucial pour la stabilité de toute cette ligne défensive. Le nettoyage d'Andreïvka se poursuit, où les unités ukrainiennes tentent de conserver quelques points d'appui, mais la résistance devient de plus en plus fragmentée. À Zaretchine se déroulent de violents affrontements. C'est encore un nœud qui protège les communications et les voies d'accès des renforts. Pourquoi cette zone est-elle si importante pour les deux camps? C'est une question de logistique et de cohérence de tout le front de Zaporizhia. Oulaïpol est un carrefour de transport par lequel passent les voies d'approvisionnement et de manœuvre d'une part considérable du groupement ukrainien dans ce secteur. La perte de Oulaïpol met automatiquement en péril les positions voisines, oblige à reconfigurer toute la ligne de défense, à replier les troupes sur des positions moins favorables. Pour le côté russe, au contraire, le contrôle de Oulaïpol ouvre un espace opérationnel pour poursuivre l'avancée, crée les conditions du développement du succès vers l'ouest. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Les troupes ukrainiennes ont-elles les ressources pour tenir ce nœud, ou ne s'agit-il que de retarder l'inévitable? À en juger par ce qui se passe à l'intérieur même des unités ukrainiennes, la seconde option semble bien plus réaliste. Parlons maintenant de ce qui se passe au sein des unités ukrainiennes censées tenir ce secteur. Selon la source ukrainienne Deep State, dans la 102e brigade de défense territoriale distincte, un groupe de commandants a été identifié qui encourage l'abandon des positions par leurs hommes. Réfléchissez bien à ces mots. Ce ne sont pas des soldats isolés qui fuient la ligne de front dans la panique, mais des officiers, des gens qui, de par leur statut, sont censés maintenir l'ordre et la discipline, qui eux-mêmes sanctionnent, autorisent de fait, voire recommandent peut-être à leurs subordonnés de quitter leur position. Ce n'est plus de la désertion spontanée, c'est une crise managériale et morale au niveau du commandement. Qu'est-ce qui a pu pousser les officiers à de telles décisions? Peut-être ne voient-ils tout simplement plus de sens à poursuivre la résistance. Comprennent-ils que les positions sont indéfendables, que les ordres d'en haut sont déconnectés de la réalité, et ne veulent-ils pas subir des pertes absurdes parmi leurs hommes? Peut-être craignent-ils l'encerclement. Ils voient les secteurs voisins s'effondrer, l'étau se resserrer, et préfèrent évacuer leurs combattants tant que c'est encore possible. Peut-être y a-t-il un conflit manifeste avec la hiérarchie supérieure qui exige de tenir jusqu'au bout sans comprendre la situation réelle sur le terrain. Dans tous les cas, le résultat est le même. Chaque portion de front abandonnée sans ordre se transforme en passage pour les groupes d'assaut russes. Là où devrait se trouver la défense, apparaît un vide, et l'adversaire occupe sans combat une nouvelle position.
Le sabotage des officiers, c'est une aide directe à l'assaillant. Et c'est là que surgissent des questions dérangeantes. Où s'arrête le souci de ces hommes et où commence le sabotage de la défense de tout le groupement? Comment maintenir le contrôle dans une telle situation si les commandants intermédiaires commencent à jouer leur propre jeu, ignorant les ordres? Comment expliquer aux combattants des unités voisines, qui tiennent à la mort, que leurs efforts sont annulés par les décisions de collègues de la brigade d'à côté? Mais ce n'est pas tout. La situation se complique par le chaos informationnel qui règne dans ces unités. Dans la 102e brigade, on ignore la situation réelle des bataillons voisins. Certains sont convaincus que leurs voisins tiennent leur position alors que ceux-ci ont déjà quitté le secteur. Ils sont partis, ont battu en retraite, et personne n'en a informé qui que ce soit. Imaginez ce que cela signifie en pratique. Votre unité tient la défense. Vous comptez sur une protection latérale de la part des voisins. Vous élaborez des plans, répartissez vos forces, et soudain, vous découvrez qu'il n'y a plus de voisins, que le flanc est ouvert, qu'il y a une énorme brèche dans la défense par laquelle l'ennemi peut vous prendre à revers. Des ruptures dans la ligne de défense, l'incompréhension d'où attendre l'attaque, l'impossibilité de coordonner les actions, c'est la voie directe vers la catastrophe. Et voici le point culminant de ce chaos. Les combattants de la 102e brigade ont failli être exterminés par leur propre artillerie. Les artilleurs ukrainiens les ont pris pour des groupes d'assaut russes et ont ouvert le feu. Par miracle, la tragédie a pu être évitée, mais le simple fait d'un tel incident en dit long. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est la destruction du système de communication, de coordination et de confiance. Quand l'artillerie ne sait pas exactement où sont les siens et où sont les ennemis, quand il n'y a pas de communication normale entre les unités, quand personne n'est sûr de l'actualité de la carte des opérations, c'est le symptôme d'un effondrement managérial total. Comment combattre quand on ne sait pas si les siens vont vous soutenir ou vous pilonner par erreur? Comment tenir la défense quand on n'est pas sûr que ceux qui sont censés couvrir votre flanc comprennent même où vous vous trouvez? Ce n'est plus une armée au sens classique du terme. Ce sont des groupes dispersés, chacun tentant de survivre par ses propres moyens. Dans ce contexte, on observe une véritable scission au sein des unités ukrainiennes. D'un côté, il y a les commandants, des officiers de compagnie et de bataillon qui, même blessés, tentent par l'exemple personnel de maintenir les hommes en position. Ils croient aux ordres, à la nécessité de tenir, à l'importance de chaque ligne. Ces gens se consument littéralement au travail, essayant de recoller ce qui s'effondre autour d'eux. De l'autre côté, les commandants saboteurs, ces mêmes officiers qui, au niveau des états-majors, sanctionnent de fait les replis et l'abandon des positions. Ils regardent la situation de manière pragmatique, cynique ou simplement lasse et prennent des décisions qui vont à l'encontre de la ligne officielle du commandement. Et voilà que les combattants dans les tranchées observent tout cela et ne comprennent plus qui croire. Quelle est la bonne ligne de conduite? Tenir jusqu'au bout, comme l'exige un commandant, ou sauver sa peau en ignorant les ordres, comme l'autorise un autre? Cette scission frappe le moral plus durement que les bombardements d'artillerie, parce que les gens perdent leurs repères. Ils ne comprennent pas pourquoi ils se battent, si leurs propres commandants n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Cette scission reflète une crise plus profonde, une crise de confiance envers la direction de Kiev et le haut commandement. Les combattants sur le terrain ont le sentiment d'être utilisés comme de la chair à canon, que les ordres de Béchon Quote 5 n'ont aucun lien avec la réalité, que là-haut, on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre ce qui se passe en première ligne. Et dans une telle situation, les gens commencent à chercher leur propre vérité, leurs propres moyens de survie. Certains écoutent un commandant, d'autres un autre, d'autres encore décident d'agir à leur guise. Une armée dans laquelle il n'y a pas de verticalité unifiée des valeurs et du commandement peut-elle tenir un secteur de front complexe comme Hulaïpol? La réponse est évidente. Non, elle ne le peut pas. Le commandement de Kiev tente de colmater les brèches qui se forment dans la défense. Pour cela, les unités les mieux préparées sont transférées près de Hulaïpol. Le 1er régiment d'assaut distinct, le 225e régiment d'assaut distinct, le 33e régiment d'assaut distinct, ainsi que le groupe tactique de bataillon de la 154e brigade, mécanisée distincte. De quelles unités s'agit-il? Les régiments d'assaut sont l'élite des forces armées ukrainiennes, le noyau de frappe,
les unités les mieux préparées et équipées. Habituellement, on les utilise pour les opérations offensives, pour percer la défense ennemie, pour accomplir les missions de combat les plus difficiles. Ce n'est pas de la chair à canon. Ce sont des professionnels dont la formation a nécessité des mois, voire des années. Et voilà que ces professionnels sont utilisés comme brigades de pompiers, jetés pour boucher les percées, qui ont résulté de la panique et de la désorganisation de la défense territoriale. Chaque déploiement de ce type ronge la capacité de combat des unités d'élite. Elles sont entraînées dans des combats défensifs, subissent des pertes, dépensent des ressources pour autre chose que ce pour quoi elles sont conçues. De plus, le commandement de Kiev se prive de sa réserve mobile. Au lieu de maintenir les régiments d'assaut prêts pour les opérations planifiées, on les disperse sur des secteurs du front où la situation a échappé à tout contrôle. Qu'est-ce que cela signifie pour les forces armées ukrainiennes? Cela signifie que même les meilleures unités ne sont pas engagées dans l'accomplissement de missions stratégiques, mais dans le colmatage chaotique de brèches créées par le sabotage et l'effondrement du commandement sur le terrain. Les analystes soulignent qu'une telle utilisation de l'élite ne donne qu'un effet temporaire. Certes, un régiment d'assaut peut stabiliser un secteur, peut repousser l'adversaire, peut boucher une brèche dans la défense. Mais au prix de quelle perte? Et combien de cycles de tels Quad 6CE, un régiment même bien préparé, peut-il supporter? La capacité de ces unités n'est pas infinie. Les hommes se fatiguent, le matériel s'use, les munitions s'épuisent. Et chaque fois qu'une unité d'élite est jetée pour sauver la situation, sa capacité de combat diminue. Tôt ou tard, ces régiments se transformeront en unités ordinaires usées, et alors Kiev n'aura plus de point d'attaque du tout. Et que fait pendant ce temps le groupement Vostok? Il agit de manière méthodique, coordonnée et intelligente. Les troupes russes exercent une pression sur la défense adverse, simultanément dans plusieurs zones. C'est la tactique classique d'étirement des réserves. Quand l'adversaire est obligé de réagir à de multiples menaces en même temps, il divise ses forces, disperse ses réserves, perd la possibilité d'une contre-attaque concentrée. Si l'attaque avait été portée en un seul point, le commandement ukrainien aurait pu rassembler toutes les réserves disponibles et tenter de repousser l'offensive. Mais quand on attaque simultanément de plusieurs directions, cette possibilité n'existe plus. Il faut décider où envoyer les renforts, quoi considérer comme prioritaire et quoi abandonner à son sort. Et chacune de ces décisions est un choix entre le mauvais et le très mauvais. Comment cela fonctionne-t-il en pratique près de Oulaïpol? L'offensive vient de différentes directions. Les assauts constants ne laissent pas les troupes ukrainiennes souffler, stabiliser la ligne de défense, organiser une contre-attaque. À peine une brèche comblée qu'une autre s'ouvre. À peine une attaque repoussée sur un secteur qu'une pression commence sur le voisin. C'est épuisant, c'est psychologiquement destructeur, cela ne laisse aucune chance de répit. Et dans une telle configuration, toute faiblesse interne, comme la désertion dans la 102e brigade ou le sabotage de la part des commandants, multiplie l'effet de la pression externe. Le caractère méthodique et coordonné des actions du groupement Vostok contraste violemment avec le chaos et les luttes intestines dans les unités ukrainiennes. D'un côté, un plan clair, une interaction rodée, un commandement unifié. De l'autre, le désarroi, la panique, des commandants qui ne savent pas ce que font leurs voisins, et une artillerie qui tire sur les siens. L'issue d'un tel affrontement est scellée d'avance. Maintenant, prenons de la hauteur et examinons le contexte politique de tout ce qui se passe. L'histoire de Oulaïpol n'est pas qu'un épisode local, c'est le symptôme de problèmes systémiques qui rongent les forces armées ukrainiennes. La fatigue d'une armée qui se bat depuis bientôt 3 ans. La chute de la confiance dans les ordres, quand les combattants sur le terrain constatent que les décisions d'en haut ne correspondent pas à la réalité. La surcharge de la défense territoriale, utilisée comme bouche-trou sur tous les secteurs où manquent les unités régulières. La crise des cadres parmi les commandants intermédiaires, ces mêmes officiers de compagnie et de bataillon sur lesquels repose le commandement sur le champ de bataille. Ces hommes s'épuisent de plus vite que tous les autres. Ils sont constamment en première ligne, ils prennent des décisions dans des conditions de stress, ils portent la responsabilité de la vie de leurs subordonnés et de l'exécution des ordres. Et quand de tels commandants manquent, quand des gens venus par hasard prennent leur place, ou quand des officiers expérimentés craquent moralement,
tout le système commence à dysfonctionner. Les décisions de Kiev, mobilisation accélérée constante, pression d'en haut, exigence de tenir à tout prix, mènent au fait qu'une partie des officiers soit craque, soit commence à jouer son propre jeu. Ils ne croient plus en la victoire, ne croient plus en la compétence du haut commandement, ne croient plus que leurs efforts ont un sens. Et alors ils prennent des décisions qui, selon eux, sauveront au moins la vie de leurs subordonnés. Le problème, c'est que dans ce contexte, même les livraisons d'armes les plus massives ne résolvent pas le problème clé. On peut donner à l'armée les chars, avions et artilleries les plus modernes. Mais s'il n'y a pas de commandement stable, discipliné et motivé sur le terrain, tout ce matériel ne servira à rien. L'équipement ne se bat pas tout seul, ce sont les hommes qui se battent. Et si les hommes sont démoralisés, si les commandants sabotent les ordres, si le chaos règne dans les troupes, aucun armement n'aidera. Un basculement moral s'opère. La motivation même des soldats et officiers change. Quand le front s'effondre à côté, quand on voit les positions s'écrouler, les unités voisines battre en retraite, l'étau se resserrer, la peur de l'encerclement, la peur de mourir ou d'être fait prisonnier, commence à l'emporter sur la peur de la sanction pour non-exécution d'un ordre. C'est un mécanisme psychologique. L'homme en guerre fait toujours un choix entre des risques. Et si le risque de mourir dans une poche ou de se retrouver prisonnier semble plus réel et immédiat que la menace abstraite d'un tribunal militaire, le choix se porte sur le sauvetage de sa propre vie. L'exemple de la 102e brigade montre exactement cela. Les gens ont plus peur de la menace militaire réelle que du parquet militaire et de la pression politique. Les commandants le comprennent et prennent des décisions qui auraient semblé impensables il y a encore un an. C'est le signe d'un basculement moral. L'armée cesse de percevoir les ordres comme obligatoires et commence à chercher de manière autonome des voies de salut. La discipline qui ne tient que par la peur de la sanction finit tôt ou tard par craquer sous la pression d'une peur plus forte, la peur de la mort. Et voici la question. Peut-on après cela rassembler les troupes dans une verticale rigide? Peut-on restaurer la confiance, la discipline, la foi dans les ordres? Ou bien le processus est-il déjà irréversible? Et assistons-nous au début de la désintégration systémique des forces armées ukrainiennes? L'histoire connaît des exemples d'armées ayant traversé une telle crise morale et qui n'ont jamais pu se redresser. Parce que la confiance est une chose fragile. La briser est facile, la restaurer est presque impossible. Et maintenant, que se passera-t-il si Oulaïpol passe définitivement sous contrôle russe? Cela affectera toute la configuration du front de Zaporijjia. Les unités ukrainiennes devront se replier sur des positions moins favorables, reconfigurer la ligne de défense, abandonner des localités qu'elles tentèrent de conserver. Les secteurs suivants menacés seront ceux qui sont aujourd'hui considérés comme relativement stables. Car la chute de Oulaïpol ouvrira au groupement russe de nouvelles possibilités opérationnelles, de nouvelles directions pour développer l'offensive. Le commandement de Kiev devra colmater de nouvelles brèches, transférer de nouvelles réserves, retirer des unités d'autres secteurs du front. Et le sort des régiments d'assaut d'élite actuellement utilisés comme bouche-trou, ils perdront leur capacité de combat. Ils la perdent déjà. Chaque cycle de tel déploiement ronge leur potentiel. Et quand ces régiments seront définitivement usés, Kiev n'aura plus de noyau d'attaque. Pourront-ils se reconstituer? Peu probable. Car pour se reconstituer, il faut du temps, des hommes, du matériel, des munitions. Et tout cela manque de plus en plus à Kiev. Y aura-t-il assez de ressources pour reconstituer ces unités, les remettre en ligne? À en juger par la situation générale, non, il n'y en aura pas assez. Et la chute de Oulaïpol jouera son rôle sur le plan informationnel. Ce sera un nouveau coup porté au mythe de la défense inébranlable, de la résistance héroïque, de la capacité de l'armée ukrainienne à tenir n'importe quelle ligne. La réalité sera de plus en plus difficile à dissimuler, et les questions posées à la direction de Kiev se multiplieront. Pourquoi n'a-t-on pas tenu? Qui est responsable? Que faire maintenant? Et plus la campagne dans le sud se déroulera, plus ces questions résonneront avec acuité. Alors, rassemblons tous les fils. Près de Oulaïpol se dessine une situation critique. Le groupement russe, Pashan Quot 9, repousse méthodiquement l'adversaire, contrôlant déjà la majeure partie de la ville et de ses environs. Mais le principal problème des troupes ukrainiennes
n'est pas la force de l'offensive ennemie, mais l'effondrement interne de leur propre commandement. Dans la 102e brigade de défense territoriale, a été identifié un groupe de commandants qui encourage l'abandon des positions, organisant de fait la désertion au niveau d'unités entières. Le vide informationnel et le chaos dans le commandement font que les combattants ne savent pas où se trouvent leurs voisins et manquent de peu d'être tués par le feu de leur propre artillerie. La scission entre commandants fanatiques et commandants saboteurs déchire l'armée de l'intérieur, la privant de toute verticalité unifiée et de discipline. Le commandement de Kiev tente de combler les brèches en jetant sur le secteur des régiments d'assaut d'élite, mais ce n'est qu'une mesure temporaire qui ronge la réserve combattante et prive l'armée de son noyau d'attaque. Dans ce contexte, le groupement Vostok agit de manière coordonnée et méthodique, exerçant une pression simultanément dans plusieurs zones, étirant les réserves adverses et l'empêchant de stabiliser la ligne de front. La conclusion principale est la suivante. Au moment où les officiers eux-mêmes encouragent le départ des positions et où les meilleures unités sont jetées pour sauver ce qui s'effondre de l'intérieur, l'armée aide de fait l'ennemi à progresser. Mes amis, réfléchissez. Que dit l'histoire de Oulaïpol sur l'état réel des forces armées ukrainiennes? Combien d'autres secteurs du front peuvent s'effondrer simultanément? Et quelles seront les conséquences pour la suite de toute la campagne dans le sud? Car quand la défense s'écroule, non seulement sous le coup extérieur, mais aussi suite aux ordres de ses propres officiers de se replier comme on peut, ce n'est plus simplement la perte d'une ville, c'est le diagnostic de tout le système de commandement.